Bonjour à tous. Que faire face à cette injonction d'intégrer l'IA dans nos activités? Alors, bonne nouvelle, le guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, deuxième édition, vient de paraître chez Erol. Il est préfacé par Luc Julia, le chercheur qu'on apprécie beaucoup, et puis qui nous rappelle que cette IA, elle a surtout été développée pour des usages très grand public, pour la grande consommation. Mais là, ça y est, charge aux entreprises de relever le défi d'en faire quelque chose. Alors, on va voir justement pourquoi il faut y aller, est-ce qu'il faut vraiment y aller, comment procéder, et puis les pièges, les cas pratiques, tout ça avec mon grand invité Stéphane Roder dans quelques instants. Ensuite, on aura rendez-vous avec l'actualité des cryptos et puis ces tendances autour de la blockchain. Mais d'abord, on va parler d'un gestionnaire de mots de passe pas ordinaire, celui-ci est sur clé. Alors en matière de cybersécurité, de sécurité tout court, j'ai envie de dire, eh bien, il y a cette question des mots de passe. Comment on va les gérer? Alors une nouvelle solution, je propose qu'on le découvre ça avec Marie Baudelot, directrice produits techniques et associée fondatrice de Lockness. Lockness, dont le premier produit est dédié à tout le monde, aux particuliers. Vous travaillez évidemment sur une version professionnelle, j'imagine, parce que ça permet des débouchés différents. Mais on va s'intéresser à ce premier produit. Donc un gestionnaire de mots de passe, vous avez pensé le faire sous la forme physique, sous la forme d'une clé USB. J'ai envie de vous dire, mais à quoi ça sert? Parce que moi, je suis capable de me procurer un tableau Excel avec tous mes mots de passe que je mets sur clé USB. Oui, tout à fait. En effet, le côté physique était très important pour nous parce que ça nous permet en fait de faire porter au matériel une grande partie de la responsabilité de la sécurité. Oui, mais est-ce que j'ai besoin d'acheter un produit spécifique pour ça? Alors, si vous voulez être sûr de la sécurité qu'offre votre clé USB, si vous mettez un tableau Excel sur une clé USB, ouais. Ça n'a rien de sécurisé. Nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est un matériel qui est fait pour, donc avec un microcontrôleur sécurisé, avec tout un tas d'éléments que nous, on a choisis spécifiquement pour vous assurer cette sécurité. Et un système, notamment de code PIN pour rentrer à l'intérieur de ce gestionnaire, qui va se bloquer, un peu comme une carte bleue, au bout de 3 essais infructueux. Et donc, vous n'aurez plus accès à vos données. Une sorte de bannissement, en fait, pendant une dizaine de minutes, qui fait qu'un attaquant va avoir beaucoup de mal à rentrer et à récupérer vos données. Là où sur votre clé USB, sans rien, ça va être un peu plus simple de récupérer. Mais alors, je me suis demandé aussi l'intérêt par rapport aux gestionnaires de mots de passe en ligne, qui, eux, ont quand même un gros avantage, c'est d'être disponibles, quel que soit mon appareil, peu importe où je suis. Tout à fait. J'ai pas besoin de me dire, j'ai oublié de prendre ma clé avec moi. Exactement. Donc ça, en effet, c'est bien sûr une contrainte d'avoir un objet physique à prendre avec vous. En revanche, sur l'utilisation du gestionnaire, il est tout à fait similaire à un gestionnaire sur cloud, si ce n'est que vos données, au lieu d'être sur un serveur distant, vont être sur cette clé directement. Et ce que ça apporte en plus, c'est que il vous suffit d'éteindre cette clé pour rendre vos données inaccessibles. Là où un gestionnaire sur cloud va avoir toutes vos données disponibles, même si elles sont chiffrées, même si elles sont protégées, elles sont disponibles 24 heures sur 24 sur des serveurs distants. Donc l'intérêt pour nous d'offrir cette solution physique, c'est à la fois la confidentialité, parce qu'on n'a pas du tout accès à vos données, on vous vend cette clé. Une fois que vous l'avez, vous êtes totalement autonome, vous n'avez plus besoin de nous, et on n'a pas du tout besoin d'avoir accès à ces données. Ce qui n'est évidemment pas le cas quand vous êtes sur un serveur, où vous avez besoin de faire confiance à un tiers. Alors, je disais clé USB, c'est aussi une clé Bluetooth, parce qu'on peut quand même s'en servir aussi pour se connecter sur un site depuis son téléphone, via une connexion Bluetooth, je précise. Exactement. Les fondateurs, donc vous en faites partie, Marie Baudelot, mais il y a également Pierre Leroy, Robert Vakim, donc vous êtes tous des professionnels du secteur de la tech, ex-Storm Shield, ARM, Dassault Systèmes. Quel niveau de robustesse vous vous êtes fixé? Parce que souvent, ça c'est une question d'ajustement entre le niveau de robustesse et puis la simplicité d'utilisation. Tout à fait. Alors, dès le départ, en fait, donc moi, je ne suis pas du tout au départ dans la cybersécurité, donc c'est un monde que j'ai appréhendé évidemment depuis, mais je suis arrivée avec l'aspect simplicité d'utilisation qui, à notre sens, à tous les trois, est nécessaire pour faire de la cybersécurité. Parce que si vous n'utilisez pas la solution, aussi puissante soit-elle, elle ne vous protégera de rien. Oui. Donc l'idée pour nous, c'est de dire ces deux piliers sont d'égale importance et la sécurité doit aller de pair avec la simplicité.
Pour reprendre l'exemple du PIN de 7 chiffres, c'est quelque chose qu'on s'est Donc, imposé. il y a un mot de passe, je dirais, qu'on doit retenir. Un mot de passe maître, un secret maître, c'est ce PIN de 7 chiffres. C'est le seul. 7 chiffres. Ouais. Et pourquoi 7 chiffres? Alors, parce que 4, justement, Robert Wakim, qui est donc le spécialiste cybersécurité, nous a dit c'est pas assez, j'ai besoin de plus. Et on s'est dit que 7, c'était un bon format pour éviter les dates de naissance, pour éviter les choses un peu trop simples à deviner quand on vous connaît. Parce qu'en général, on nous demande plutôt des chiffres pairs. Hein. Oui, tout à fait. 6, 8, 12. C'est ça, mais du coup, nous, on s'est dit, on va essayer d'être un peu disruptif et on va essayer de pas justement avoir ces suites de chiffres ordinaires. Et alors, j'avais une question pour terminer. La fin des mots de passe, vous n'y croyez pas du tout? Alors si, bien sûr. Le problème, c'est que ça n'est pas pour tout de suite. Donc, en attendant, nous, ce qu'on veut, c'est aussi sensibiliser les gens et les préparer un petit peu à ce qui va venir ensuite. Les clés de sécurité, c'est très bien. On va nous-mêmes intégrer tout ce qui est 2FA, tout le FIDO2, etc. On va l'intégrer dans notre clé pour que vous n'ayez qu'une seule clé à avoir pour être sécurisé. Mais en attendant, en attendant que ces solutions-là existent vraiment à large échelle, on a voulu proposer cette solution pour tout le monde. Merci beaucoup Marie Baudelot, c'est intéressant comme initiative, on va vous suivre. Je rappelle que vous êtes la directrice produits techniques et associée fondatrice de Loch Ness. Allez, c'est l'heure de recevoir notre grand invité aujourd'hui, Stéphane Roder. Alors, mon invité s'appelle Stéphane Roder. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président d'AE Builder. C'est un cabinet de conseil en stratégie sur la data et l'intelligence artificielle. Vous êtes également professeur à l'ESSEC, expert auprès de la Fondation Jean Jaurès. Et puis surtout, c'est pour ça que je vous invite, parce que vous êtes l'auteur du guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. C'est votre 2e édition. Moi, j'avais déjà dévoré le premier. Dire. Donc, je me suis attaquée au 2e. Il vient de paraître chez Erol. Il est préfacé par Luc Julia, qu'on aime beaucoup. On reçoit régulièrement dans Smartech, qui est un chercheur et qui, d'ailleurs, dans sa préface, rappelle son arrivée en Silicon Valley dans les années 90, avec sa participation à l'émergence des premiers réfrigérateurs interactifs, des voitures autonomes. Et puis surtout, il a participé à ce qu'on utilise pas mal aujourd'hui dans le monde, à savoir l'assistant vocal sur l'iPhone, Siri. Alors, il nous dit aussi, finalement, depuis que cette intelligence artificielle existe, elle s'est surtout intéressée au marché très grand public, à la grande consommation. Mais aujourd'hui, ce sont les entreprises qui sont face à ce défi d'intégrer l'intelligence artificielle. Quand je dis elles font face presque à une injonction, finalement, non? On leur dit, ça y est, maintenant, vous devez intégrer l'IA. Parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Non, je pense qu'il y a plus aujourd'hui une prise de conscience en fait de la performance de l'intelligence artificielle qui finalement est la traduction de l'utilisation d'une mathématique appliquée que l'on avait bien sûr avant, mais que maintenant on va utiliser pour tous les postes et tous les collaborateurs de l'entreprise pour être capable d'amener de la recommandation ou de faire des tâches que l'on ne faisait pas avant. Mais on n'en est pas encore à la jonction. Elle va bientôt arriver. Presque, parce que quand même, chapitre 2, le danger, vous nous parlez du danger de ne pas intégrer l'IA dans la transformation digitale. Exactement, parce que autour de nous, les entreprises s'équipent et on voit notamment le marché américain s'équiper très très vite. On voit des secteurs entiers aujourd'hui généraliser en fait le déploiement de l'intelligence artificielle, alors que nous, on en est encore à oui, ok, on a réussi quelques cas d'usage. Et je pense que l'injonction va venir de par la compétition. Ouais. Mais alors, pourquoi on fait de l'IA? Alors, pourquoi faire? Pourquoi faire? Eh bien, on a cette chance, en fait, d'être capable d'utiliser les données de l'entreprise et même les données de l'extérieur pour augmenter la performance de l'entreprise. Alors, augmenter la performance, c'est quoi? C'est augmenter sa productivité, c'est peut-être baisser des coûts opérationnels et c'est aussi générer de nouveaux revenus. Et en fait, on est en train de réinventer le modèle de l'entreprise de demain, un modèle où on va optimiser certaines tâches, on va être plus performant
Et on est dans une continuation naturelle, je dirais, de la mécanisation de l'entreprise. C'est-à-dire que on a vécu l'arrivée de la bureautique, l'arrivée de l'ERP, les suites métiers dans les années 2010. Là, aujourd'hui, c'est la suite, ni plus ni moins. On amène les mathématiques, en fait, dans la vie quotidienne de l'entreprise pour chacun des collaborateurs. Et Alors c'est une continuation oui. pas aussi simple que ça, hein, parce que comment s'y prendre? Il y a quelques prérequis. Il y a quand même tout un chapitre avec énormément de sous-chapitres qui nous expliquent en fait ce Oui. qu'il faut mettre en place. Oui. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Non, ça c'est pas comme ça parce que il faut rationaliser en fait son déploiement. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, finalement c'est une vraie vision stratégique de l'entreprise liée à son business. Et donc il faut rationaliser. Et rationaliser, c'est venir servir avec cette intelligence artificielle, donc avec cette nouvelle capacité de recommander ou d'automatiser, venir servir les objectifs de l'entreprise. Donc il faut en être conscient. Et après, faire la part des choses entre ce qui est faisable et ce qui est faisable tout de suite et ce qui est faisable peut-être plus tard. Ouais. Et donc, il va falloir le faire de manière tactique. Pourquoi? Parce que, d'abord, toutes les données de l'entreprise ne sont pas en qualité. Et c'est naturel. Et ça, c'est normal. Parce que, historiquement, les données sont arrivées, on les a utilisées comme ça. Donc, il faut tactiquement aller mettre en qualité les données. Au fur et à mesure se déplacer, use case par use, cas d'usage par cas d'usage. À un moment, on aura beaucoup en fait de données utilisables dans l'entreprise, mais ça ne se fait pas d'un coup. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on a voulu. Il faut mettre en place aussi une gouvernance, Oui. ou aller chercher de nouveaux talents, peut-être parfois créer des métiers. Exactement, c'est-à-dire que ce côté rationnel, une fois qu'on a une trajectoire, une roadmap, il faut organiser l'entreprise. Vous avez tout à fait raison, pour qu'elle soit à même en fait de réaliser cette transformation d'Ataya. Et ça impose finalement d'avoir ce qu'on appelle une gouvernance. Alors maintenant, on l'appelle la gouvernance fédérée. Pourquoi? Parce que il faut que toutes les entités aient la possibilité de faire ce qu'elles veulent, mais aussi qu'elles soient régies par certaines règles. Pourquoi? Parce que ça va rendre homogène le déploiement. Il faut donc du data management, on en a parlé pour la qualité de la donnée. Il faut aussi du déploiement, mais du déploiement de manière industrielle, qui lui aussi va rendre homogène en fait la manière dont c'est déployé. Et à la fin, il faut autonomiser l'entreprise pour que d'elle-même elle se transforme. Et ça se fait à travers les offres de services. Et donc en fait, il y a tout un cycle de vie, une courbe d'apprentissage de l'entreprise qui va l'amener à se transformer. Mais quand on vous écoute, on comprend quand même la nécessité de faire attention à ce qu'on fait, d'avancer pas à pas sur ce sujet. Je parlais des nouveaux métiers, par exemple chez AI Builders, vous avez des AI Business Owner, AI Product Owner, tout ça. Bon, c'est des nouveaux métiers autour de la data science aussi qu'il faut savoir appréhender. J'imagine que vous êtes conscient que ça peut faire peur à certaines entreprises et puis surtout que peut-être des ETI, des PME, vous dites elles sont concernées aussi, vont se dire c'est pas pour moi là, c'est pas mon urgence quoi. C'est vraiment la grosse difficulté finalement parce que on a ces 4 dernières années travaillé beaucoup avec les grands groupes qui ont les moyens en fait de faire ce genre de déploiement assez complexe. On entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée du Generative AI qui n'est ni moins qu'une continuité, mais qui quand même est beaucoup plus packagé. Donc on le voit avec un grand acteur comme Microsoft qui vient proposer des produits plus packagés. Avec le copilote, vous voulez dire? Copilot, ChatGPT lui-même est un produit fini, alors que d'autres proposent des modèles qui ne sont que des paramètres, mais c'est à vous de faire le produit fini. Ouais. Et donc cette vision très produit amenée par Microsoft va permettre certainement en fait une meilleure pénétration de l'IA dans l'entreprise, quelle que soit sa taille. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas eu cette commoditisation que l'on attendait du machine learning. On espère qu'elle va venir, en tout cas, sur cette partie traitement du langage naturel qui est le Generative AI text-to-text. Maintenant, il y a toute cette partie quand même analyse
qui est compliqué en fait pour les ETI et pour les ETI, je dirais encore, parce que on a eu heureusement et malheureusement ChatGPT qui nous a fait un peu croire qu'on pouvait tout faire. Et donc aujourd'hui, le travail que l'on fait plus avec les ETI, c'est de recadrer, de dire ah non, ça c'est un peu du fantasme, et de dire attention, revenez sur des choses qui vont vous apporter de la valeur à votre business. Il ne s'agit pas avec tout ça d'optimiser l'utilisation des salles de réunion. Ça sert à rien, on s'en fout. Il faut, au contraire, optimiser peut-être votre chaîne de production, le rendement de votre chaîne de production, votre supply chain, faire des synthèses de vos documents. Si vous avez de l'ingénierie, peut-être qu'on est capable d'apprendre l'ingénierie de votre entreprise. Enfin, est-ce qu'on vous demande... concentrons-nous sur des choses qui portent de la valeur. Parce que je parlais des nouveaux métiers, mais à l'inverse, est-ce que ces entreprises qui viennent chercher conseil auprès de vous et de votre cabinet, est-ce qu'elles vous demandent quel poste je vais pouvoir supprimer ou remplacer par une IA générative? Pas encore, parce que on est plutôt aujourd'hui... Il n'y a pas ce fantasme aujourd'hui, en France en tout cas? Pas encore, en tout cas à ma connaissance. Aujourd'hui, on est plutôt on est en train de rajouter des fonctionnalités qu'on n'avait pas. On est en train de digitaliser des métiers qui ne l'étaient pas. Regardez les ressources humaines, et c'est encore très manuel comme métier. Il n'y a pas du tout toute la partie administrative. C'est vous qui faites les déclarations à la main, qui lisez le truc. C'est pas du tout digitalisé. Donc là-dessus, on est encore en train d'optimiser des parties, gérer du stock. La gestion du stock partout, hein, c'est bon. L'année dernière, c'était pas mal. On va mettre les mêmes chiffres ou un tout petit peu moins. Puis bon, voilà. Donc, vous voulez dire qu'on est au tout début même de la digitalisation, finalement? Globalement, on est au tout début. Ouais. Pourquoi? Parce que les entreprises l'ont fait très ponctuellement. Ouais. Pernod Ricard, par exemple, qui a merveilleusement réussi, a fait 4 cas d'usage en 4 ans. Ouais. D'accord. Alors qu'il y en a certainement plein, mais on peut pas aller plus vite que la musique. Et ils l'ont fait merveilleusement bien dans le monde entier, pour le coup. Mais c'est en fait 2024-2025, c'est certainement ça le challenge, c'est comprendre à quelle vitesse il va falloir généraliser. Et autant des early adopters comme des Pernod Ricard, des grands groupes comme ça qui étaient en avance vont certainement pouvoir passer la vitesse supérieure. Autant les followers qui ont été réveillés par ChatGPT, ils ont tout à rattraper. C'est vrai que on va plus vite parce qu'on a vécu ces 4 années, donc on arrive avec des méthodologies toutes faites qui marchent bien. Mais le challenge pour nous, ça va être de les mettre rapidement au niveau pour qu'au moment où il y a la généralisation contrainte, certainement, ils soient capables de le faire. C'est vraiment le challenge. Alors, Stéphane Roeder, vous êtes un passionné par l'intelligence artificielle, puisque c'est déjà quand même votre deuxième guide. Ça fait des années que vous vous intéressez à ce sujet, avant même la hype, largement avant la hype ChatGPT. Dans sa préface, Luc Julia parle d'une génération fascinée, façonnée par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous reconnaissez? Nous, on l'a été parce qu'on était en cours tous les deux, et puis on était tous les deux dans des cours d'intelligence artificielle en 1988, où franchement ça marchait pas, et puis on y allait pour voir, quoi. Donc nous, on était fascinés. Luc était fasciné aussi par l'interaction homme-machine, c'est ce qui lui a permis de faire ces choses merveilleuses. Moi, depuis longtemps, je pensais que j'avais envie de reproduire la structure, en fait, du raisonnement. Et la façon dont on était capable, en fait, de représenter la donnée, ou en fait ce qu'on apprenait. Mais j'étais loin de tout ça. Mais en fait, voilà. Et comme ça marchait pas, bon, arrêtez, on a fait autre chose, hein. Alors, il raconte que fasciné, façonné, mais que toujours il avait quand même cette idée, cette conviction et même cette préoccupation que la machine, le logiciel, serait au service de l'homme. Et d'ailleurs, vous, dans votre introduction, vous dénoncez les illuminés. Oui. Oui, parce qu'il y a des illuminés de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, vous en citez pas directement, mais enfin pratiquement. Mais bon, un certain neurologue qui prend la parole sur les plateaux de manière assez catastrophiste d'ailleurs. Tout à fait. Et ça vous énerve, ça? Ah ben oui, parce que en fait, on est juste en train de rajouter une technologie avec de petites mathématiques, franchement, hein, c'est pas grand-chose.
Et on est très loin du raisonnement humain ou de l'intelligence humaine. Et on voit ces personnes qui en profitent en fait pour se faire mousser en disant que c'est la fin de l'homme, que c'est la fin de l'humanité, il peut même y avoir des surhommes qui vont avoir de l'intelligence artificielle et des sous-hommes. Donc ça fait penser à l'Ubermensch. Et donc en fait tout ça ça sent pas bon. Ouais. Et en plus, Et vous avez calculé votre pourcentage, votre PDOM. Vous savez qu'ils font ça aux États-Unis. Alors, c'est son pourcentage, on va dire, de pessimisme vis-à-vis de l'IA. C'est sur une échelle de 0 à 100, on se le définit. pessimisme actuel, Le vôtre. le mien, Ouais. moi, Vous êtes sur 0% par Ah oui, rapport à ce que peut donner l'IA dans le futur. Non, mais en fait, c'est comme tout. Il va y avoir des utilisations perverties. Et c'est à nous, citoyens, à notre démocratie, aux législateurs, de reprendre la main. Alors, Stéphane Roeder, on arrive à la fin pratiquement déjà de cette grande interview. Je voulais faire une petite interview express avec vous et mes questions binaires. Donc, oui ou non, toutes les entreprises doivent se mettre à l'IA? Oui. Vrai ou faux, les entreprises sont encore très loin de l'IA? Non. C'est-à-dire, Non. c'est vrai ou faux? Non. Elles sont faux. loin de l'IA? Faux. Non, faux, elles ont pris conscience. Vous aimez ou vous n'aimez pas toutes ces façons d'adopter l'IA en entreprise? Pour vous, il y a des bonnes et des mauvaises méthodes? Non, il n'y a pas de mauvaise méthode. Ce qu'il faut, c'est se confronter. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec les chiffres inquiétants qui ont été publiés par le FMI sur l'emploi, sur l'impact de l'IA sur l'emploi? Pas d'accord. Faux. Ah, pas d'accord. Pas d'accord. L'IA Faux, impactera très faux. 40% des emplois dans le monde. Vous Ouais. dites non. Vous n'y croyez pas. Alors regardez, si on reprend l'historique, la bureautique, ça a été 10%. Là, on n'espère pas faire mieux. Hein. Donc, oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Les cochers ont disparu, hein, c'est toujours la même histoire. Mais en même temps, ce ne sont que des recommandations que l'on fait à l'humain. On va automatiser des toutes petites choses. Et il parle aussi de l'aggravation des inégalités sociales avec des augmentations d'écart de salaire. Ça, on le voit déjà. Alors ça, aujourd'hui. c'est tout à fait faux. Ça, c'est Ouais. complètement faux. Et ça, c'est une vision, on ne sait pas d'où elle sort, mais encore une fois, elles ne sont pas bons. Non, ne va pas générer des écarts de salaire. Encore une fois, l'intelligence artificielle vient donner des recommandations. C'est à l'humain de les accepter ou de les refuser. Après, on est capable parfois de faire quelques automatisations. Regardez, dans l'assurance, par exemple, on est capable d'automatiser le traitement des sinistres automobiles à hauteur de 28%. Ben, c'est pas énorme, c'est pas 100%, jamais. Alors, c'est mieux ou pas d'accélérer la recherche et les capacités technologiques de l'IA? Il faut faire de la recherche, on en a besoin. Maintenant, il faut aussi l'utiliser. Le vrai challenge, là, c'est le taux d'utilisation des entreprises. La recherche, c'est très bien, c'est vrai, ça crée de l'innovation, ça va créer de la richesse. Et en plus, on en a beaucoup besoin, parce qu'aujourd'hui, un ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres. Chaque fois que vous posez une question, vous allumez un arrondissement de Paris. Donc, on a encore besoin de travailler. Mais là où il faut se concentrer, et surtout, je pense, les pouvoirs publics et tout le tissu économique, hein, c'est le taux d'utilisation. Il faut utiliser aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Roeder. Je rappelle la publication de votre ouvrage Guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. C'est la 2e édition parue chez Erol. Merci Delphine. Merci Stéphane. Allez, à suivre, c'est notre rendez-vous sur les cryptos. Alors, le rendez-vous des cryptos est assuré aujourd'hui par Inès Beneito. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante Blockchain Partners chez KPMG et aujourd'hui, vous avez sélectionné pour nous 2 tendances. On va commencer avec cette démocratisation des actifs sur blockchain aux États-Unis et en Europe. Exactement. Alors, on voit que l'actualité va dans ce sens-là. Il y a 2 grandes tendances, donc aux États-Unis et en Europe. Déjà, aux États-Unis, si on parle Bitcoin, ce dernier mois de janvier, la SEC, le régulateur américain, a approuvé 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Et donc, le bilan un mois après est assez impressionnant. Par exemple, le volume d'actifs sous gestion pour l'ETF de BlackRock a atteint les 3 milliards de dollars, 2 milliards pour l'ETF de Fidelity. Oui. Et donc, on voit qu'il y a une demande très forte pour ce type de produit. Et quel est l'intérêt? En fait, le
L'ETF Bitcoin est un produit financier traditionnel qui permet aux investisseurs de s'exposer au Bitcoin sans devoir détenir directement l'actif. Donc c'est très intéressant parce que ça va permettre de faciliter déjà l'accès à l'investissement, mais aussi de faciliter la gestion. Je parle par exemple de la fiscalité afférente, la protection de l'investisseur et autres. Mais du côté européen, ce type de produit est un peu moins populaire, même si on a des produits réglementés assez similaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation en Europe est très structurée. C'est-à-dire, je parle Elle freine pas cette tendance, cette réglementation? Non, mais elle laisse l'investissement émerger ailleurs. Par exemple, MiCA, Markets in Crypto Assets, encadre donc ce type l'investissement. Et donc, on a moins de demandes pour ce type de produit. En revanche, ce qu'on constate, c'est une autre tendance en Europe. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec nos clients au sein de KPMG. Et c'est les actifs tokenisés. Et donc, les actifs tokenisés, ce sont des actifs comme des titres financiers, des actions, des obligations, qui sont représentés sur une blockchain pour pouvoir les émettre, les échanger, les distribuer de façon plus efficiente. Donc, dans ce sens-là, par exemple, il y a Taurus, qui est un spécialiste de la conservation d'actifs numériques en Suisse, qui vient d'obtenir l'approbation du régulateur suisse pour ouvrir sa plateforme de marché d'actifs tokenisés aux particuliers, au-delà des institutionnels. Cela veut dire qu'on va pouvoir échanger, donc acheter et vendre ces actifs beaucoup plus facilement. Et donc, c'est une sorte de démocratisation aussi des marchés financiers. Alors, vous voulez nous parler aussi du stacking sur Ethereum. Expliquez-nous déjà le stacking. Alors là, on rentre un peu plus dans le dur de la tech. Le staking sur Ethereum, alors le staking, c'est le fait de déposer des Ethers. Ether, c'est la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Donc, on dépose, en quelque sorte, on met en séquestre ces Ethers-là sur la blockchain pour pouvoir valider les transactions et ajouter des blocs à la blockchain. Okay. Donc, c'est sur ce mécanisme-là que repose tout le fonctionnement et surtout la sécurité de la blockchain. Et pourquoi est-ce intéressant aussi, le staking? C'est parce que, en contrepartie de cet effort de mise en séquestre, on est rémunéré. Donc, c'est une espèce d'intérêt qu'on obtient avec le dépôt de nos fonds. Okay. Et aujourd'hui, le staking progresse, très important dans l'industrie, notamment grâce aux nombreuses solutions, produits et services des acteurs technologiques. Je pense par exemple à MetaMask, qui vient d'annoncer des nouveaux produits pour accéder plus facilement au staking. Je pense aussi, par exemple, à nos acteurs français tels que Kiln, qui est un spécialiste français du staking, qui vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 17 millions il y a 2 semaines, qui justement facilite l'accès à ce staking. Et aujourd'hui, le bilan aussi est très impressionnant en termes de chiffres. Environ 65 milliards d'euros en Ether sont stakés, sont déposés, bloqués sur Ethereum. Donc ceci montre vraiment qu'il y a une confiance du marché sur cette nouvelle technologie, une volonté aussi de la sécuriser et une volonté aussi de contribuer au développement de l'économie qui se construit sur cette infrastructure. Donc, on va encore en entendre parler. Ça va être un des sujets de 2024 Exactement. Dans le monde des cryptos. Merci beaucoup, Inès Beneito, d'être avec nous, consultante blockchain partner chez KPMG, donc qui vient souvent nous faire un point sur les cryptos. Allez, c'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Bismart et puis également sur les réseaux sociaux, en replay et en podcast. À très vite dans Smart Tech.